Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast Good Morning Planet, podcast du magazine digital TAG de la société Teragri. Aujourd'hui, un sujet qui nous intéresse depuis de nombreuses années, je parle particulièrement pour moi, mais je crois que mon interlocuteur Julien Colombato, ici présent également. Pourquoi investir dans l'immobilier et surtout cash flow ou rentabilité? Une très bonne question auquel nous allons essayer de répondre. Donc avec moi, Julien Colombato, associé, consultant, gestionnaire de patrimoine chez Teragri. Bonjour Julien. Bonjour Adrien. Ce sujet qui nous anime tous les deux, pour lequel on a déjà eu certaines discussions, on va essayer de l'avoir aujourd'hui dans ce podcast. Le sujet principal, évidemment, c'est cash flow ou rentabilité. Est-ce que tu es plutôt de l'équipe cash flow ou dans l'équipe rentabilité lorsque tu fais un investissement immobilier? On le saura. On le saura peut-être à la fin. Peut-être. Et avant, on va répondre à quelques questions parce que cash flow ou rentabilité dit comme ça, c'est peut-être un peu léger. Déjà, Julien, toi qui es spécialiste de la gestion de patrimoine, pourquoi investir en immobilier à ton avis? Pour toi? Déjà, à mon avis, je pense que l'investissement immobilier, ça reste une valeur refuge aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans des temps quand même un petit peu incertains, disons, avec cette crise du Covid qui nous traverse et qui nous touche tous. Donc pour moi, la première des raisons, c'est de conserver cette valeur de refuge, cette valeur tangible. L'immobilier reste le placement préféré des Français, ça doit faire partie de ces raisons. Incontestablement. Hein. Voilà, donc c'est pour moi la première raison pour laquelle on investit en immobilier. Moi, j'en rajouterai une autre. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant, je trouve, dans le placement immobilier. Nous, enfin, les gens le savent, je crois maintenant, c'est que on est quand même spécialiste de l'investissement forestier. L'investissement forestier a énormément de qualités, qu'on ne va pas redire aujourd'hui ici parce que c'est pas l'objet du podcast. Mais l'immobilier par rapport à la forêt, dans son portefeuille d'investissement, parce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux ou de moins bien, mais l'immobilier emmène des rendements réguliers. Et ça, c'est quand même assez intéressant lorsqu'on l'a dans le portefeuille d'investissement. Oui, tout à fait. L'exemple que tu donnes est bon. Le comparatif est assez bon, je trouve. La forêt va rester également une valeur refuge, mais les rendements seront peut-être un peu moins intéressants que sur un placement immobilier. C'est quand même quelque chose qui va nous permettre d'aller chercher des rendements. Une rentabilité, quand on veut chercher du rendement, c'est pour aller chercher de la rentabilité également, et nous assurer des revenus complémentaires, et si tout va bien, c'est le sujet du débat, nous assurer un cash flow qui soit des plus abondants. Le suspense reste entier. Tout à fait. Il faut quand même dire quelque chose que l'on peut rajouter quand même sur l'investissement immobilier, même si c'est pas forcément le sujet du jour, mais ça reste quelque chose quand même où il faut s'en occuper, il faut bien le gérer. C'est très compliqué, il faut investir dans le bon véhicule juridique. Oui, alors ça c'est très important. On peut trouver un très très bon investissement immobilier, un très bel immeuble à rénover, par exemple, pour créer du déficit foncier, un petit appartement sympa qui va se louer très bien à des étudiants. Enfin, on peut citer 1000 exemples de bon investissement immobilier, mais s'il est fait avec le mauvais support juridique, ça peut remettre en cause toute la rentabilité de l'investissement. Disons que quand tu reçois ton avis d'imposition sur le revenu, tu peux avoir de sacrées mauvaises surprises. Oui, c'est vrai que ça peut être assez désagréable sur le papier. Au départ, quand on va chez le notaire signer l'acte authentique,
on est très heureux, tout va bien. Et puis quand vient le moment de percevoir les premiers revenus, ou en tout cas le moment de les déclarer, la pilule peut être un peu difficile à avaler. Non, il est clair que le conseil qu'on peut donner, c'est bien analyser ses besoins et bien analyser son patrimoine, faire le bilan patrimonial, si on peut dire ça, avant de savoir dans quel véhicule on investit. À quel âge on achète de l'immobilier, Julien, pour toi? Alors pour moi, il n'y a vraiment pas d'âge, je dirais le plus tôt possible. Euh, Pourquoi le plus tôt possible? Parce que plus tôt on investira, plus tôt on aura une capitalisation importante, des revenus complémentaires importants. Je dirais même, c'est un débat qu'on a déjà eu, Adrien, mais j'en reparle ici parce que c'est plutôt à propos. Je pense même personnellement, c'est un conseil que je vais donner gratuitement à nos auditeurs. Je pense qu'il serait même préférable d'investir déjà dans l'immobilier, dans l'investissement locatif, plutôt que d'acheter sa résidence principale. Et on va déjà gagner on va avoir une pleine capacité d'endettement déjà. Tout à fait, tout à fait. Et ça, alors c'est un argument. Je l'ai vécu personnellement, hein, donc tu sais très bien, comme on en a déjà parlé. Quand on va voir son banquier à 20-25 ans et qu'on lui explique qu'on veut investir dans l'immobilier avant même d'avoir sa résidence principale, on a l'impression d'être un extraterrestre. Oui. Hein. Un extraterrestre, pourquoi? Parce qu'il vous dit simplement si demain vous voulez acheter votre résidence principale, vous avez besoin de 300, 400 000 euros, enfin peu importe le montant, et que vous avez déjà acheté un investissement locatif, de l'immobilier locatif, son argumentation est de dire que le taux d'endettement sera trop élevé, on ne pourra plus emprunter pour la résidence principale. Alors, mais ça, c'est vrai. C'est vrai si tu as mal investi, si tu n'as pas justement de cash flow, on y vient. Oui. Si tu t'es pas servi du levier du prêt, c'est-à-dire la durée aussi également du prêt, parce que c'est quand même, je pense, on va en reparler après, mais c'est elle qui va générer le cash flow, la durée du prêt. Donc évidemment, moi je suis complètement d'accord avec toi, je te rejoins. Il faut acheter de l'immobilier d'investissement avant d'acheter sa résidence principale et le plus tôt possible parce que la vie va vite et lorsqu'on commence à se réveiller à 45-50 ans, parce que c'est là où on a la pleine capacité d'investissement finalement. Voilà. On a sa résidence principale, mais on n'a plus forcément les leviers et la capacité à emprunter davantage pour faire de l'immobilier locatif. Exactement. Et donc la capitalisation, là, c'est compliqué. C'est tout à fait ça. On investit où? Dans les petites villes, dans les grandes villes, dans les moyennes villes? C'est quoi ton avis à toi? Moi, je pense qu'il n'y a pas de secteur de prédilection. Dans une grande ville, évidemment, on va avoir des immeubles intéressants. Le seul problème qu'on va peut-être avoir, c'est que le prix sera beaucoup plus élevé. Donc on perd de la rentabilité. On perd pour moi de la rentabilité, mais on gagne en sécurité. C'est-à-dire qu'investir en centre-ville de Lyon, par exemple, c'est la garantie de n'avoir quasiment aucune vacance locative. Tandis que si vous investissez dans la Creuse, c'est souvent l'exemple qu'on cite, hein, je m'excuse auprès de tous les habitants de ce beau département, on aura peut-être plus de difficultés à louer le bien, mais le prix sera moins élevé. Donc après, il faut mettre le curseur là où on a envie de le mettre et choisir entre un risque peut-être un petit peu plus accru de manque de location pour avoir un prix de vente, un prix d'achat moins élevé, ou alors aller sur des plus grosses agglomérations avec un prix d'achat plus haut, mais un risque moins grand de vacances locatives. C'est pour ça qu'il faut de toute façon, je pense, bien définir sa stratégie. Donc, je veux faire du patrimoine. Question, si je veux faire du patrimoine, il me semble que la ville de Lyon que tu as citée comme exemple est sûrement un bon investissement. J'ai les revenus assez conséquents, j'ai pas forcément envie d'aller acheter de l'immobilier outre mesure et 2, 3 petits appartements, studios vont me suffire. Deuxième possibilité, deuxième stratégie, on va pas toutes les dire, mais on peut imaginer certains choix. C'est de se dire j'ai besoin de cash flow. C'est pas grave que mon bien ne prenne pas de valeur. J'achète un immeuble bien moins cher à Limoges vraisemblablement
qu'à Lyon. Cet immeuble va me générer plus de cash flow qu'à Lyon. Ça, c'est une certitude. Surtout, en plus, si je sais monter mon crédit correctement. C'est-à-dire, moi, ce que je conseille, c'est, dans la mesure où c'est possible, investir sur 25 ans. Pourquoi ? Parce que si j'investis sur un immeuble sur 25 ans, je vais donc avoir des remboursements de prêts beaucoup plus faibles, avec des loyers donc intéressants, et donc je vais forcément avoir plus de cash flow que si je fais un crédit sur 15 ou 20 ans. Et donc finalement, la stratégie qui est de dire cash flow ou investissement de patrimonial ou ma retraite, c'est quand même des vraies questions qu'il faut se poser à la base. C'est des vraies questions, oui, tu as tout à fait raison. La première des choses, je crois, pour avoir rencontré pas mal d'investisseurs dans l'exercice de mon métier ou en discutant avec des amis, tout simplement. Ou même toi, tu fais de l'investissement. Oui, bien sûr, oui. La première chose qu'on va calculer, je crois, c'est la rentabilité. On fait un calcul tout simple de rentabilité, on prend les loyers, qu'on multiplie par 12 pour avoir un loyer annuel et on le divise par le prix de vente. Sauf que le brut et le net sont deux choses complètement différentes. Déjà, oui, c'est tout à fait ça. Le brut et le net vont être totalement différents, mais ça peut donner une première idée de savoir si un investissement est judicieux ou pas. La fiscalité aussi peut être forcément différente. Donc le brut et le net va être aussi différent. Oui, tout à fait. Alors la fiscalité, après dans la rentabilité brute, on va omettre tout ce qui est partie charge, qui rentre pas en compte dans le calcul. Les charges, les intérêts d'emprunt, les divers impôts, taxes foncières, etc., qui ne vont pas rentrer dans ce calcul. Donc, mais pour moi, la rentabilité brute d'un investissement, ça permet déjà d'avoir une première idée sur est-ce qu'il faut y aller ou pas, je crois. Oui, c'est évident. Après, ce que je veux dire, c'est que attention, parce que tu sais comme moi que les charges d'un immeuble à un autre, là on parle d'immeuble parce que le segment d'investissement sur TerraGree, on est dans de l'investissement, on a bien compris, on est plus sur de l'investissement immeuble que du petit studio. Ben, les travaux, les choses que l'on peut, les dépenses que l'on peut oublier sont nombreuses dans un immeuble. Il faut faire très attention. Et ça impacte considérablement ton rendement net, finalement. Tout à fait. Tout à fait. SCI à l'IS ou SCI à l'IR? Elle n'était pas prévue, cette question, tiens. Bah là encore, c'est une très bonne question, Adrien, mais pour moi, la réponse, elle est très très vite tranchée. Pour moi, le meilleur investissement, c'est faire du loueur en meublé. Ok. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Parce que ça va permettre d'avoir un résultat fiscal qui peut être nul ou va s'en rapprocher grâce aux amortissements qu'on va constater. C'est un petit peu technique, mais comptablement, on va déduire une charge qu'on n'aura pas à payer. Donc ça, il n'y a rien de plus efficace. L'imposition, voilà, elle est bonne. Elle est bonne. La SCI à l'IS va se rapprocher de ce mécanisme, ça sera la même chose, sauf qu'on va le faire par le biais d'une société civile immobilière qu'on va faire opter à l'impôt sur les sociétés, où là, on déduira également un amortissement qui va permettre d'avoir un résultat fiscal nul ou pas loin d'être nul. C'est là où on peut rentrer peut-être dans le débat. On va commencer à rentrer dans le débat cash flow rentabilité, même si je pense que tu reparleras de la SCI à l'IR. Oui. La SCI à l'IS, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je suis capable de générer du cash flow avec mes immeubles, je suis capable d'augmenter ma capacité d'investissement finalement. Tout à fait. Quand vous investissez avec une SCI à l'IS, ça vous augmente le cash flow, bien évidemment. Le cash flow, faut peut-être qu'on le définisse. On n'en a pas parlé. Il faut le définir, bien sûr. Le cash flow, c'est l'argent qu'on gagne mensuellement sur un investissement. Je sais pas si c'est une définition très simple, peut-être un petit peu résumée, mais en tout cas, je crois que c'est ça. C'est celle-là. C'est un investissement me rapporte 1000 euros de loyer, j'ai 500 de charges, je gagne 500 euros tous les mois. Et s'il vous plaît, évitez enfin, il y a sûrement des cas dans lesquels ce que je vais dire ne s'applique pas, mais on évite l'auto-rentabilité dans l'immobilier. C'est un risque que l'on prend parce qu'il y a toujours des imprévus.
les travaux, lorsqu'on a identifié 20 travaux, en général, on en a 25. Oui. Hein. Donc l'autorentabilité, attention vraiment, parce que c'est risqué, c'est une grosse probabilité de sortir de l'argent de notre poche. Et si en plus de ça, j'ai un impayé, parce que ça peut arriver, c'est les risques de l'investissement, qu'en plus de ça, j'ai une toiture à refaire plus rapidement qu'il n'était prévu, et qu'en plus de ça, c'est qu'un drame n'arrive jamais seul, ou qu'un problème en tout cas n'arrive jamais seul. Et lorsque j'ai 2-3 problèmes qui s'additionnent, et bien là, avec mon autorentabilité, je perds de l'argent. Voilà. Et souvent, ça me demande d'aller chercher beaucoup de liquidités. Et j'ai vu, malheureusement, on va faire un prêt pour payer ses travaux et on impacte encore plus la rentabilité. C'est ça. Et on trouve ce problème d'auto-rentabilité d'autant plus souvent quand on opte pour de mauvais choix fiscaux à l'origine. Et ça, souvent, j'ai rencontré pas mal de chefs d'entreprise dans mon métier, des chefs d'entreprise qui se sont retrouvés dans la difficulté parce qu'ils ont acheté, par exemple, leur bâtiment d'exploitation via une SCI, à l'impôt sur le revenu souvent, et ils se sont retrouvés à payer des sommes exorbitantes d'impôt sur le revenu alors qu'ils avaient tout simplement pas la trésorerie. Et là, c'est dramatique. C'est dramatique. Là, non seulement le patrimoine privé est touché, mais c'est aussi le patrimoine professionnel. Alors que finalement, l'investisseur, cette personne dont on parle, a pu vraisemblablement faire en plus un bon investissement. Une bonne affaire, tout à fait, mais un mauvais choix fiscal. Exact, et c'est là qu'est le problème. Et ça, encore une fois, l'audit, le bilan, la stratégie avant l'investissement est quand même très important. C'est la pierre angulaire. On peut pas investir sans avoir une vision globale sur son patrimoine. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, des choix fiscaux, des choix patrimoniaux, des choix civils même. On n'investira pas de la même façon quand on est célibataire non pacsé ou marié sous le régime de la séparation de biens, par exemple. Il y a des conséquences juridiques et fiscales en cas de séparation, de succession, ce qu'on appelle on va appeler ça des accidents de la vie. Hein, c'est ce on parle de ça souvent. Ça peut être, comme je le disais, une séparation, une faillite d'entreprise, un accident de la vie, un accident sur la route aussi. Enfin voilà, on est tous égaux là-dedans. Et ça peut être assez dramatique quand on est mal structuré juridiquement, fiscalement. Et c'est pour ça que l'intervention d'un professionnel du patrimoine est primordiale. Il me semble. Un mot peut-être sur la SCI à l'IR. Oui, alors la SCI à l'IR, ça peut être un très bon véhicule d'investissement juridique. Si tant est, je pense, s'il y a beaucoup de travaux à effectuer dans l'immeuble. Hein, on va pouvoir générer une charge, un déficit foncier. Et si ça se passe bien, ce déficit foncier va venir se reporter sur le revenu global imposable du foyer fiscal et donc générer une baisse d'impôt. Donc ça peut être un très bon véhicule d'investissement. Dans la SCI, il faut pas oublier qu'on est plusieurs, on peut pas être tout seul dans une SCI, donc avec qui on fait la SCI? On met ses enfants dans une SCI? Alors on peut le faire. On peut même mettre des enfants mineurs dans une SCI. Alors ça implique qu'on endette ses enfants souvent. Oui. Et c'est pas la moindre des choses. Ça se fait très bien. On peut le faire juridiquement parlant. On peut demander l'autorisation d'un juge des tutelles. Oui. Pour être vraiment dans les clous. Et lui, il prendra la décision de savoir si l'endettement qu'on fait supporter à ses enfants est trop important ou trop démesuré par rapport à la situation. Et il faut également faire attention au financement, parce qu'une banque peut refuser tout simplement de financer une SCI dans laquelle on aura des enfants mineurs. Donc attention à l'investissement avec les enfants. Il faut mettre des garde-fous. Au niveau de la succession, de ce que je peux donner à mes enfants comme part de société de SCI, on a des possibilités? Alors, il y a des solutions très simples, disons. On peut faire des donations. Oui. Des donations de parts de SCI. Ça se fait très bien avec un acte notarié. En fait, la SCI, à l'IR ou à l'IS, ça va être aussi un
gros véhicule de transmission du patrimoine. Mais c'est intéressant, là. C'est très intéressant. On va pouvoir transmettre son patrimoine beaucoup plus aisément. C'est plus facile de transmettre des parts de SCI que de transmettre un immeuble. Clairement. Hein, c'est beaucoup plus simple. Déjà, on n'est pas obligé de passer par un acte notarié nécessairement pour transmettre des parts de SCI. Et donc, on va pouvoir transmettre un patrimoine plus important et moins douloureusement fiscalement, si je peux m'exprimer ainsi. Je crois. Ok. On a peut-être un petit peu oublié notre débat cash flow rentabilité. Non. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées à ça. La question brûle les lèvres, mais si tu veux, dans ce débat de l'immobilier, de l'investissement immobilier, déjà, c'est l'investissement, comme tu le disais tout à l'heure, préféré des Français. C'est un investissement qui, toi et moi, nous tiennent à cœur. C'est un investissement qui, je pense, est un vrai bon investissement à avoir dans son portefeuille. Et c'est vrai c'est un sujet tellement large qu'on pourrait en parler. On peut en parler des heures. Des heures. Et puis, je rassure tout le monde, je crois qu'il n'y a pas un investisseur immobilier qui n'a pas fait de bêtises dans ses premiers investissements. J'en connais pas un. On se trompe toujours, et même, oui, toujours, même dans les premiers investissements ou dans les derniers. Il n'y a pas de certitude. On peut jamais être sûr. Mais l'investissement immobilier reste une valeur tangible. Là, par rapport à ça, quand on achète un immeuble, on sait qu'il est là. C'est ça. Hein, et il restera là. Donc, ça sécurise quand même beaucoup l'investissement. Incontestablement. Cash flow ou rentabilité? Allez, alors, je veux savoir. Oui, eh ben, je sais pas si on saura aujourd'hui, mais en tout cas, on va amener des billes pour essayer de savoir ce qui est le plus important. Donc le cash flow, c'est la différence entre ce qui rentre mensuellement et ce qu'on sort. Hein, alors on parle des impôts, des charges, de tout, vraiment. Et la rentabilité, ça va donc être un calcul de savoir ce que rapporte en termes en pourcentage, disons, notre investissement. Donc, mais les deux sont liés. Hein. Bien sûr. Un investissement avec un cash flow positif élevé, il y aura de fortes chances pour que ce soit un investissement rentable. Mais on peut avoir un investissement rentable avec très peu de cash flow. Tout à fait. C'est ça le problème. Parce que qu'est-ce qui a... Je te pose la question, Adrien. Qu'est-ce qui va N'essaye pas de me piéger. Loin de moi cette idée. Qu'est-ce qui va faire influer le cash flow? Je pense qu'il y a 2-3 critères. Moi, le plus important pour moi, pour faire jouer le critère du cash flow, c'est déjà la durée du prêt, le levier du crédit. Pour moi, en fait, qu'on prenne un prêt ou un crédit sur 15 ou 20 ans, en fait, quand j'investis, je pense qu'il faut partir du principe déjà que je ne vais pas forcément aller au bout de ce crédit. Je vais le revendre vraisemblablement avant la fin du crédit, dans 10, dans 15 ans. On pourrait d'ailleurs refaire un podcast sur ce sujet, c'est que est-ce qu'il y a un intérêt de garder un immeuble trop longtemps dans son portefeuille alors qu'il a été payé par des loyers, alors que j'ai pris du cash flow? Voilà, c'est un autre débat. Alors qu'on n'a plus de plus-value à payer aussi, peut-être. Exactement, ou en tout cas beaucoup moins. Donc, déjà, le crédit, la durée du crédit est essentielle. Donc, moi, j'incite vraiment à essayer d'aller chercher des crédits sur 25 ans, si c'est possible. Ça, c'est sûr. Mais les banques, est-ce qu'elles suivent? C'est un vrai problème. Les banques, il faut être aussi un vendeur de son projet devant le banquier. Je pense que c'est très important. C'est pour ça que, par contre, quand on va investir jeune, on n'est pas fort. Enfin, il y a moins d'expérience, il y a moins d'arguments. On a le discours plus léger. Oui, puis une entrée dans la vie active qui est plus récente aussi, donc moins de recul. Moins de revenus. Moins de garanties. Donc c'est vrai que le banquier, avec tous ces moins qu'on vient de citer, sera beaucoup plus réticent, évidemment. Mais il faut quand même aller le chercher. Et n'hésitez pas à faire plusieurs banques. Faut pas hésiter. On va faire jouer la concurrence et on va essayer d'aller chercher celui qui nous offre ce crédit à 25 ans. Ça, c'est une première des choses. La deuxième qui peut augmenter le cash flow, c'est il peut y avoir des éléments qui peuvent le faire. Je m'explique. On achète un immeuble.
il y a un petit bout de terrain. Avant l'acquisition, on va regarder si on peut pas mettre un garage, par exemple, ou une petite maison d'habitation sur lequel je ferai un studio. Hein, c'est des fois possible. Est-ce que je peux pas aménager des combles? Vous parlez donc d'une valorisation du foncier. Exactement. Valorisation du foncier pour essayer d'aller chercher du cash flow supplémentaire. Et peut-être tu m'as dit 2-3, donc tu en as sûrement un troisième. Je m'attendais à la question, bizarrement. Oui, je pense que, on en parlait tout à l'heure, le choix fiscal est prépondérant. Évidemment. C'est un investissement qui est très très rentable, sur lequel on valorise le foncier, sur lequel, comme tu le disais, on arrive à trouver un financement sur 25 ans. Enfin, tous les critères sont réunis, mais encore une fois, on se trompe sur le choix fiscal. On paye 10 000 euros d'impôts annuels sur un investissement pour lequel on n'a pas la trésorerie pour payer tout ça. Ça va très vite, hein, l'immobilier. Ça va très vite. Très très vite. Et ben là, on n'a plus de cash flow, on n'a plus rien. On revient même à combler le déficit qui se crée à cause, on va dire, on ne peut pas dire grâce dans ce cas-là, à cause d'un investissement très rentable où tous les critères étaient réunis, mais le mauvais choix fiscal qui pénalise tout. Et très clairement, on peut vraiment passer d'un cash flow négatif par le véhicule fiscal, véhicule juridique, à moins 5 000 à l'année, et passer à plus 10 000, hein, 1 000 euros de cash flow par mois. Hein. Clairement. Donc ça, c'est super important. Moi, je sais que toi, tu nous le diras jamais parce que tu es sûrement, pudique ou timide. Tu nous diras pas si tu fais les cash flow ou rentabilité. Je vais le garder pour moi, je crois. Mais moi, je vais te dire. Moi, je prends des risques dans la vie, monsieur. D'accord. Et je pense que pour moi, c'est cash flow, surtout quand on est jeune. Je dirais même d'ailleurs cash flow avant peut-être un certain âge. Pourquoi? Parce que je pense que c'est tout à fait personnel. Hein. D'accord? Ce n'est pas un conseil aujourd'hui, c'est tout à fait personnel. Mais je pense que quand on a 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans, peu importe, d'avoir un véhicule, une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, où l'on vient loger dedans 2, 3 immeubles, si on a cette possibilité-là, où on va jouer justement avec ce levier de crédit, et qu'on est en capacité d'aller chercher 400, 500, 600, peut-être 800 à 1000 euros de cash flow, par immeuble par mois, d'accord? Lorsque j'en ai 2 ou 3, j'ai une capacité d'investissement intéressante grâce au véhicule SCI. Et quand j'arrive à 40 ans, okay, j'ai commencé un peu jeune, j'ai quand même des billes et puis j'ai du patrimoine et j'ai quand même, ça m'ouvre quand même des portes. Donc cash flow, oui. Oui, l'investissement génère du cash flow et par conséquent génère un nouvel investissement. Exactement. Donc Adrien, je vais être sympa. Je vote cash flow également. Il s'est mouillé parce que je l'ai fait en premier. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci Julien d'avoir été avec nous pour débattre de ce sujet cash flow ou rentabilité. À très bientôt. À bientôt Adrien, merci beaucoup pour ce débat sur lequel nous sommes d'accord. Finalement. Voilà. Le prochain, peut-être qu'on fera ensemble, il y a aussi un sujet qui nous intéresse, c'est le groupement forestier, la fiscalité forestière, oui. Il faudra qu'on fasse ça ensemble. On va en faire quelques-uns. À mon avis, c'est un incontournable. Donc merci Julien, merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 30 minutes. Bien sûr, si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le liker, à le partager. Vous pouvez aussi aller bien sûr sur notre chaîne YouTube. Notre magazine TAG est toujours ouvert avec des articles, des vidéos et bien sûr les podcasts Good Morning Planet. À très bientôt.